Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. On va se pencher aujourd'hui sur une tension assez palpable. D'un côté, l'Église qui reconnaît un problème systémique d'abus. Et de l'autre, des victimes qui réclament bien plus que des mots, des actes concrets. Oui, c'est ça. On va analyser la réaction du collectif Voix libérée, ces anciens petits chanteurs de Touraine, victimes d'abus, après les déclarations de Monseigneur Verny, rapportées par 4.ch début octobre. Et leur parole est évidemment très forte. Très forte, oui. Il parle d'une double blessure, les actes eux-mêmes bien sûr, et puis le silence, le déni, l'impunité. C'est cette protection de l'agresseur par l'institution, en fait. C'est terrible. Exactement. Alors la condamnation de l'abbé Torté en mars 2024, c'était une étape, mais pour eux, c'est loin, très loin d'être suffisant. Une étape nécessaire, mais pas une finalité. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce qu'ils retiennent de positif dans l'appel de Monseigneur Verny, mais surtout de comprendre leurs exigences, pour une vraie justice, une vraie réparation. Allons-y. Alors, effectivement, le collectif Voix libérée, il note quand même des points positifs chez Monseigneur Verny. Ah oui. Lesquels, par exemple? D'abord, la reconnaissance claire de lacunes systémiques persistantes. Rien que de le dire, c'est déjà perçu comme un pas. D'accord. Poser les mots sur le problème. Voilà. Ensuite, l'accent mis sur l'écoute des victimes et sur la transparence. C'est aussi salué. Et puis, il y a cette idée d'un langage commun, via les lignes directrices universelles de mai 2023, pour essayer d'harmoniser un peu les pratiques, quoi. Une base commune, oui. Renforcer les réseaux régionaux, ça c'est vu aussi comme une bonne chose, que l'Église ne soit plus seule à juger. D'accord. Donc il y a une forme de prise de conscience qui est reconnue par le collectif. Oui, une prise de conscience affichée publiquement, ce qui n'est pas rien. Mais j'imagine que ça s'arrête là pour eux. C'est là que le bât blesse. C'est exactement ça. Malgré ces points, ils insistent. Les mots, ça ne suffit plus. Et c'est là que leurs exigences deviennent vraiment pressantes. On entre dans le dur alors. Quelles sont ces exigences ? Elles sont très concrètes, ancrées dans leur vécu. Premièrement, la justice. Pénale et civile, pas juste la justice de l'Église. Donc une vraie coopération avec la justice normale, si on peut dire. Absolument. Une coopération active, systématique, qu'elle encourage même les enquêtes sur ses propres membres, sur ses pratiques. C'est une demande forte. Oui, ça touche à la question de l'autorégulation, j'imagine. Est-ce que l'Église est prête à jouer ce jeu-là à fond ? Surtout quand ça implique d'ouvrir des dossiers sensibles. C'est toute la question, c'est pour ça qu'il le demande si fort. Deuxièmement, la parole des victimes vraiment au centre. C'est-à-dire ? Pas juste les écouter quand ils portent plainte. Non, bien plus. Les consulter pour construire les politiques de protection, pour évaluer ce qui est fait, pour former le clergé. Une participation active. D'accord. Troisième point ? La transparence totale sur le passé. Accès aux archives, publication des condamnations. Ils citent leur propre cas, celui des petits chanteurs, comme exemple de ce besoin de vérité. La vérité, même si elle est douloureuse ? Exactement. Quatrièmement, des mesures concrètes, vérifiables. Fini les grands principes. Du concret. Comme quoi, par exemple ? Formation obligatoire et évaluée, des audits indépendants réguliers, des procédures de signalement claires, accessibles aux mineurs aussi, et surtout des sanctions réelles. Qui touche aussi la hiérarchie si elle a failli. Oui, y compris la hiérarchie, avec des bilans publics, réguliers, pour voir si ça avance vraiment. Cinquième exigence ? Un accompagnement complet des victimes, soutien psy, matériel, aide administrative, réparation financière juste, et des gestes symboliques forts, des excuses publiques, sincères. Et enfin, le sixième point, c'est peut-être le plus vaste, un changement de culture. Un changement de culture. Oui, que la priorité absolue, réelle, ce soit la protection des personnes vulnérables, avant la réputation de l'institution. Que chaque membre se sente un devoir personnel de vigilance. Ça, c'est un sacré défi pour une institution comme l'Église. C'est énorme. En gros, ces 6 points, c'est une demande de sortir de l'autorégulation, de se soumettre au contrôle extérieur et de mettre la victime au centre. Vraiment. Ce qui frappe, c'est la précision, la force de ces demandes. On sent bien tout le poids de la souffrance derrière. L'appel de Monseigneur Verny, c'est une avancée dans les mots, mais le collectif dit « maintenant, il faut les actes ». C'est tout à fait ça. Pour résumer, les mots de Monseigneur Verny montrent une évolution, c'est vrai, mais la réaction de Voix libérée, elle met en lumière le fossé immense qui reste. Le fossé entre la reconnaissance et les solutions concrètes. Exactement. Des solutions efficaces, centrées sur les victimes et qui demandent une vraie reddition de comptes de la part de l'institution.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond, soulevée par le collectif COUR. Comment une institution aussi ancienne, aussi attachée à ses traditions, peut-elle vraiment changer ses cultures? Comment peut-elle faire passer la protection des plus faibles avant sa propre image, en actes, pas juste en paroles, surtout avec ce passé si lourd? La question reste posée. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.